Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vérité à venir. Vous m'avez connu pour certains avec le arrobase Phenotix Evolution qui existe encore sur Odyssée. Odyssée qui est une autre plateforme que YouTube et visiblement elle censure moins mes contenus et mes prises de position. Donc vous pouvez me retrouver au cas où la chaîne viendrait à disparaître au vu des ennemis que j'ai à présent et pas des moindres. Il y a des vieux de la vieille, comme Ervdon d'ailleurs, qui sont passés là récemment, alors qu'ils savaient très bien comment j'agissais à l'époque et ma manière de faire les contenus avec des documents, des sources, du vérifiable de tous, et à la fois pour faire des formats d'actualité, en dehors de ces revues, aborder la géopolitique, se concentrer sur le religieux, sur l'eschatologie, mais aussi la philosophie par exemple, avec des présentations de livres, puisque bien souvent, vous me voyez à l'écran avec des ouvrages que j'essaye de connecter les uns aux autres. Et c'est d'ailleurs l'exercice d'aujourd'hui que de mettre qu'est-ce qu'un fasciste et autres profils politiques, avec pour le triomphe de la liberté et de l'égalité de Ronan Chalmin. Si j'aborde ces thèmes, c'est aussi pour répondre de façon intellectuelle à des gens comme Panamza. Pour moi, ce sont des imposteurs intellectuels que je classifie avec d'autres, notamment d'égalité-réconciliation, du Soral, du Dieudonné, du spectacle ambiant même sur les plateaux télévisés type Ardisson. Et j'ai Ervdon qui vient. Au passage, je vous signale d'ailleurs que mes vidéos, étrangement, elles ont des likes qui disparaissent par la suite, des vues qui maintenant changent, comme si c'était de la magie qui s'opérait. Et Ervdon vient et m'explique que sur la dernière vidéo, où j'ai décidé de passer à l'étape suivante, d'établir l'intégralité de ce qu'ils sont en influenceurs, de leur connexion aux politiques et aux dynasties, aux grandes familles, aux riches investisseurs derrière, qui ont des projets pour certains comme le communisme. J'ai donc titré Qui sont-ils afin d'essayer d'y voir plus clair, avec un sous-titre Du complotisme au terrorisme. Et Ervdon vient et m'explique qu'il a quand même écouté 20 minutes. Étrangement, il s'arrête pile poil où aux 20 minutes, on me parle après des politiques, du fichage, des sectes, de Trefengi, Panamza, de cette histoire avec Nicolas et soi-disant le terreau, la vraie manipulation en revanche des services, il s'arrête pile poil au bon moment. Et il met un commentaire en me disant qu'après tout, les personnes citées, Alixator, Agnarok, Pérou, Francis Lalanne, Maximus, Loup Divergent, Soral, Monsieur K, etc., ne sont que des gens avec un petit public. Pourquoi vouloir faire cette manipulation, c'est-à-dire de détourner les gens, les faire écouter que les 20 premières minutes de mon émission, et après comme ça ils quittent? C'est pas pour rien. Et il met quand même sous le ton de l'humour que ces gens sont une petite partie de la population, même infime, ce qui est vrai, et il fait une partie infime, infirme. Je me demande quel chemin tu suis, en tout cas, il ne ressemble plus à celui d'avant, et j'en suis peiné. Alors, il m'explique pas le pourquoi du comment, mais il joue à l'émotionnel, que finalement je suis redevable de quelque chose, je ne sais pas quoi, et que mon comportement le déçoit. Montrer des opportunistes, des manipulateurs, des gens même qui jouent sur le cadavre des Français, pour lui ce n'est pas un sujet. Surtout que je démontre quand même qu'en arrière-plan, il y a un affront de l'identité chrétienne, Ervdon qui se désire soi-disant chrétien, avec des communistes, des socialistes, etc. Et enfin, il poursuit en me disant: «Je me demande si ce que tu fais n'est quand même pas bien éloigné de tes objectifs». Alors lesquels? Parce que moi, mes objectifs, ça a toujours été de faire une vue d'ensemble, d'analyser, de proposer même, une mise en doute, des fois de ce que vraiment je peux affirmer, en lisant des auteurs, qui peuvent contredire, des auteurs de gauche même, que des fois je trouve plutôt brillants dans leur plume. Donc je comprends pas bien la critique. Des objectifs premiers, je ne le serai jamais vu la clique avec laquelle tu discutes. Je discute avec qui moi? J'ai discuté chez Rayad, j'ai discuté chez certaines personnes avec qui visiblement, quand vous leur amenez des sources, pour certains, ça ne le fait pas, parce qu'il y a une directive d'aborder des thèmes plus que d'autres, d'évincer, des personnes comme moi totalement libres. Donc je vois pas vraiment avec qui je discuterais, où il y aurait un intérêt en arrière-plan. Mais il me dit: «Je te souhaite quand même une bonne journée, une bonne continuation». Ça, la politesse est de mise. Je lui ai répondu, hein, je vous fais la réponse tout de même avant de passer, au sujet du jour. En effet, certaines personnes citées ne sont pas des plus importantes. Quant à la nature de leur émission, bien souvent,
Elle manque de consistance, de documents fiables et examinables de tous, afin que chacun puisse se faire sa propre opinion avec les documents. Le sujet se situe surtout sur un plan totalement différent que leur simple personne, c'est la manière dont ils conditionnent des publics par centaines dans un projet plus global, puisque des Mike Borowski de GPTV, mais également un autre que j'ai pu aborder hier avec sa cravate, organise des réunions dans le réel, comme le fait Loup Divergent, et il y a derrière une certaine dérive. Le sujet se situe donc plutôt sur la dérive, dont une partie va carrément produire du sectarisme. C'est à dénoncer. Si tu prends le temps d'écouter et d'avancer dans cette démonstration et de bloquer à 20 minutes, et dire: «Oh, j'ai écouté que 20 minutes, ça me va pas», bah, faites comme moi. Quand vous écoutez un contenu ou que vous le visionnez, passez. Si c'est un moment, c'est un peu long, bah, avancez de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, au moins pour voir les grands thèmes abordés. Mais bon, visiblement, c'est pas ce qu'il a fait. Et je lui dis donc avance, tu comprendras la démonstration et tu verras que certains sont liés à des courants politiques qui pilotent et rien d'anodin. UPR, Philippot, les patriotes, mais également des communistes, des socialistes. Donc ça fait quand même beaucoup d'ingérence sur des médias dissidents. Quand même étrange. Il y a des courants donc politiques qui pilotent, rien n'est anodin, au point où l'interrogation de dynasties de riches familles vient se mêler au sujet. Ceci étant dit, tu devrais comprendre à minima qu'il y a une industrie dans le domaine, c'est bankable. Il ne faut pas diminuer les agissements et le réseautage de ces gens qui, pour certains, mènent à de la franc-maçonnerie, et c'est une réalité. Également donc aux socialistes qui œuvrent au projet communiste de Kalergi, entre autres. Quant au chemin que j'emprunte, il est clair et tu le sais. Étrange que par ce message tu fasses mine d'ignorer qui je suis déjà, ce que j'ai fait et la manière dont j'ai toujours agi. Je présente des faits de société, j'analyse des événements géopolitiques, je présente des livres, j'aborde les philosophies religions, et il m'arrive en effet de faire quelques recherches sur les imposteurs intellectuels, manipulateurs, afin de démanteler un par un tous ces profiteurs, opportunistes, etc. Je vais peut-être d'ailleurs chapitrer car j'avais oublié qu'en effet, le public d'Internet, cette majorité de YouTube, ne fait que consommer. Ils ne produisent rien mais critiquent, et que pour beaucoup, il faut tout leur dire. C'est-à-dire que ce que je fais bien souvent, c'est pas face caméra. Je vous fais un montage avec carrément du surlignage, c'est-à-dire que je vous surligne en jaune les passages les plus essentiels des documents que je vous mets à l'écran. Je les connecte dans un ordre chronologique, je commente, j'analyse. Donc ça vous fait un support visuel, un support audio, des choses qui sont mises en avant en relief. Mais visiblement, même là, c'est pas suffisant encore pour des gens qui ne pensent qu'à consommer et qui veulent du spectacle, plus qu'autre chose, une annonce de la fin du monde, et un autre piratage encore cérébral. Donc j'ai fait en effet, oui, je vais peut-être devoir maintenant même faire les sous-titres et chapitrer également. Que pour beaucoup, donc il faut tout leur dire car ils ne savent pas avancer dans une vidéo, ça leur vient pas du bon sens qu'au bout de 20 minutes, si pour eux ça parle des mêmes choses, bah avancez un peu pour comprendre d'où l'objectif, la finalité, la synthèse. Et donc ils sont en attente même maintenant que les présentations leur soient également sous-titrées pour comprendre l'entièreté des propos et explications. Merci Hervdon, je te souhaite pareillement une excellente journée. Et c'est pourquoi eh bien, j'ai du coup pris du temps, en plus déjà de ce que j'ai consacré à constituer, à amasser les éléments, à vous les faire en format vidéo, bah, il faut également que je repasse maintenant sur mes vidéos pour vous faire les chapitrages, les sous-titres, c'est incroyable. Et bon, là, par exemple, on voit, il y a 85 vues, 6 likes. On verra à la fin du direct, parce que là, visiblement, vous voyez, je peux pas agir et tout, je suis en train de faire des choses, si ça rediminue ou pas. Parce que, exemple, la vidéo, elle avait 8 likes tout à l'heure, elle est descendue à 5, et là, donc, on est monté à 6. On va bien voir. Introduction assez longue, mais ça va être intéressant pour la suite, puisqu'on m'a traité de génocidaire, apparemment. J'aimerais bien savoir sur quelle base. Des nœuds envers les musulmans et les arabes, alors que j'ai juste rappelé aux arabes leur place par rapport à l'histoire, aux mathématiques, à l'invention des langues, ou encore aux révolutions de l'astronomie, par rapport aux Indiens, aux Asiatiques et autres. Et on m'accuse d'être racialiste, ce qui est quand même assez étrange, cocasse même, puisqu'un racialiste, il se met tout au sommet. Or, moi, mes propos disent que les Blancs sont, si jamais on devait faire une hiérarchie des civilisations, donc des langues, de la manière de se comporter, de la sûreté, d'une économie, mais également de pouvoir se balader dans les rues sans trop de ghettoisation et autres,
Bah, je place ni les Américains en premier, ni les Européens, mais bien les Asiatiques et le monde indien, chinois, et cetera. Après sur les plans d'hygiène, bien évidemment, je place pas les Indiens en premier, comprenez-le, mais il y a des critères. C'est comme ça. Il y a des marqueurs qui montrent que des civilisations sont plus aptes à construire des routes, à s'émanciper, à révolutionner les technologies, compagnie. Et qu'en l'occurrence, bah, le paysage africain n'a pas subi que les colonisations blanches, hein, premièrement, et c'est toujours entre déchiré à l'intérieur même, dans un vaste ensemble d'esclavage, de persécution, de spoliation, et c'est seulement les blancs qui sont en effet venus faire des crimes un certain temps, mais qui sont également venus apporter la fin de l'esclavage, et des Noirs sur les Noirs, et des Arabo-musulmans sur des Maghrébins, des Noirs, etc. C'est donc la civilisation occidentale qui a triomphé, même si nous allons examiner comment des Noirs, entre autres, de Saint-Domingue, par exemple, se sont mobilisés avec également des Occidentaux pour faire une révolution qui aujourd'hui ne nous est pas totalement profitable non plus, puisque certains activistes, entre autres talmudistes, œuvrent à un tout autre programme. Et ce que j'aime bien en quatrième de couverture de ce livre, qu'est-ce qu'un fasciste et autres profils politiques, parce que souvent le facho, c'est donc l'extrême droite, l'identitaire, le patriote, le chrétien vrai traditionnaliste, pas le catholique de Vatican II, du béni oui oui, on va tous au paradis et compagnie, hein, le purgatoire et ses conneries. Donc au passage, Hicham Hamza me catégoriser que de catholique, non, c'est une erreur. Et la quatrième de couverture de Jean-Noël Dumont est intéressante. Comment le désir que nous avons tous de vivre en paix nous divise-t-il avec une telle violence? C'est quand même... On prépare la guerre pour essayer de faire la paix, quoi. Et c'est vrai, de toutes parts. Du côté chrétien, avec les croisades, du côté musulman avec le djihad et le raton de John Mahdi, des républicains qui également sont une forme de religion et qui ont fait des génocides et qui poursuivent les massacres sur la planète au nom de république et de citoyenneté. Heu, Finalement, toutes les communautés, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ah mince, Hicham, encore, une modération de ma part qui, du coup, met en défaut, soi-disant le racialisme, le méchant d'extrême droite, et cetera. Et c'est ce que j'ai toujours porté, chacun chez soi et les moutons sont bien gardés. C'est-à-dire ne tendons pas à l'universalisation, faites en sorte que le Dar al-Islam se solidifie, faites en sorte que les terres, chrétiennes également se fortifient, donc c'est-à-dire sur le Dar al-Islam à la base, par exemple, prenons l'Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église, puisque ça contreviendrait aux musulmans, d'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'église là-bas. Eh bien, il faut qu'en Europe, il n'y ait pas de mosquée, tout simplement. Vous voyez, on fait la part des choses. Et que il y ait des endroits peut-être intermédiaires, pourquoi pas, mais qu'en tout cas, ça soit pas en Europe, premièrement. Et que comme ça, il y ait les grands courants religieux qui puissent être séparés pour éviter les conflits à l'intérieur qu'on appelle le choc des civilisations, entre autres à la Huntington, mais qui n'a pas attendu cet homme pour se manifester de tout temps dans cet esprit tribal, communautaire, nationaliste et autres. Donc c'est ici que commence la politique, celle qui met en jeu nos convictions les plus intimes et les plus généreuses. Or un style toujours précède nos décisions dans des situations nouées et complexes. Socialisme, libéralisme, conservatisme, anarchisme ou fascisme, quel est l'esprit de ces opinions fondamentales inspirant nos engagements? C'est ce qu'on appelle l'activisme. S'engager dans une cause et des fois même heu, outrepasser des scandales internes pour essayer de fortifier, la base et même des fois par malhonnêteté de ne pas reconnaître en l'autre un peu de bon projet, un peu de bonté et ça c'est de toutes parts. Définir ces profils politiques, mettre au jour leur origine et les extraire du registre du slogan ou de l'invective sera ma contribution au débat actuel. J'espère ainsi rendre un véritable visage à celui qu'alors on ne pourrait plus injurier notre adversaire, mais au contraire respecter, mais le combattre sur le plan des idées. Contrairement aujourd'hui à même certains radicalisés de l'Oumma ou du Talmud, de ce sionisme, et l'un et l'autre, et les pièces, et puis de d'autres courants encore, bah, qui veulent absolument menacer physiquement dès lors qu'ils n'ont plus la main et la force sur le côté intellectuel. Et c'est ce qui se passe avec moi. Des gens essaient de me mettre la pression. Il y a un russo-palestinien qui a été trouvé Panamza pour essayer de fortifier les choses. Une connexion avec quelqu'un de Nantes apparemment,
qui devraient me pister, me trouver, je sais pas quoi, mais je leur ai toujours dit, je suis face caméra. Et je répète l'exercice encore aujourd'hui, comme ça tu vois bien mon visage, toi qui essayes de me trouver. Hein, que tu sois sur Paris, à Marseille ou encore à Nantes, eh bien écoute, tu me croiseras dans la rue et on verra comment ça se passera. Si tu penses me botter le cul, donc déjà en tant que sauvage, au lieu d'essayer de vaincre, ne serait-ce que sur le plan de l'idée, parce que pourquoi il te viendrait en tête de vouloir soit me massacrer, soit m'assassiner carrément, parce que c'est ou l'un ou l'autre chez les radicalisés. Pourquoi? Tu t'es senti en danger par rapport à quoi exactement? À la vérité que je sors, c'est ça? Aux mises à l'amende exercées? Aux véracités des propos avec des ouvrages où à chaque fois je suis pas là dans l'assertion à essayer de monter en radicalité, en violence, mais je fais les connexions. Et je montre au passage également pour des gens que j'ai pas dans mon cœur, ni dans mon estime, qui proviennent d'outre-Méditerranée, que eux aussi sont influencés, et j'essaye d'expliquer les choses correctement. Donc pour le triomphe de la liberté et égalité, avec notamment Toussaint l'ouverture, Gracius Babeuf et la contre-révolution, puisque visiblement il y a eu 1789, beaucoup de massacres de catholiques français. La République instaurée a conduit à la Première Guerre de 1870, à la revanche de la Première Guerre mondiale 14-18, au traité de Versailles avec des Américains pilotés par des talmudistes qui ont joué d'un jeu d'imprimerie au niveau de l'argent pour envoyer du matériel aux Français et leur créer des dettes, faire en sorte qu'ils puissent rembourser la dette en créant une dette chez les Allemands, les Germains, qui viendraient à payer les Français paieraient l'intérêt et ce qu'ils devaient aux Américains, et finalement le jeu d'impression était totalement réussi. Ce qui conduirait à la Seconde Guerre mondiale, où l'on perdrait encore des soldats et surtout des humains blancs, français, blancs, germains, pour que des femmes en arrière-plan se retrouvent dans un projet plus global de métissage déjà européen pour commencer. C'est-à-dire des blanches mélangées avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, ce qui était assez rare tout de même. D'accord. Et dans ce projet-là, ça a été d'inclure après la population, du moins les peuples maghrébins, entre autres, et arabes, pour essayer de créer une histoire en commun. Et comprenez comment la première mosquée est apparue en France. Bah, c'est pas du tout du fait des rois, des catholiques, de la volonté du peuple, c'est le fait de manœuvres talmudistes, où après ça a sauvé des juifs au passage à cette mosquée de Paris, et ils ont dit maintenant on l'enlève plus du décor. Et on en construira d'autres, comme vous avez Emmanuel, comment? Ah, j'ai plus son nom, mais le maire de Paris qui appelle à plus de mosquées avec Nunez. Voilà la manipulation, ils veulent un islam de France, donc ils vont vous guider vers les vrais imams qu'ils veulent, peut-être modifier les hadiths, essayer de transcrire les versets coraniques d'une autre façon. Ils vous infiltrent et vous laissez faire, et vous rejoignez des gens comme Panamza qui disent bah, il faut tous qu'on vive ensemble, il faut qu'on arrive au multiculturalisme, au nouvel ordre international, avec l'Europe mélangée à l'Afrique, avec la pan-Europe, le pan-islamisme. Un sujet, bon, je crois que le livre il est dans la bibliothèque derrière, mais c'est un thème que je vous aborderai. Et on a également un sujet intéressant avec le choc des empires. Mais ça, c'est un sujet qui interviendra plus tard. Et on essaiera au passage de comprendre aussi, hop là, que je foute pas tout en l'air, comment la terreur rouge et également l'état terroriste et les services secrets russes à la conquête du monde, c'est pas le méchant complot russe, hein, mais c'est comprendre que le sionisme, avec le mouvement Bilu, eh bien, c'est né en Russie. Et qui sont le bolchevisme, pareillement, le communisme, c'est de ces régions-là, Russie, Chine, etc. Et ça s'est répandu vers l'Europe, et à l'heure actuelle, c'est les mêmes, comme Alain Soral, communiste, comme l'autre là, Jean Edernalier, communiste, euh, ceux qui ont travaillé à l'Idio international, comment, Marc-Édouard Nab, communiste, et plein d'autres en fait, qui instrumentalisent les musulmans et avec des répétiteurs, des gens qui vont leur donner un élan, comme Hicham Hamza, avec la Oumma.com qui à la base devait s'appeler Allah Ekba. Voilà, je veux dire, les choses sont dites. Je vous ai déjà parlé également de Moïse Mohamed, cet islam entreprise juive, du Talmud par exemple. Bref, revenons-en à ce livre. Page numéro 11. Dans l'introduction,
Maximilien Robespierre, dédicace au man de Jean-Jacques Rousseau en avril 1789, déclare: Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'éloquence et de vertu. Pour celui qui s'intéresse, fin de citation, pour celui qui s'intéresse de près aux événements sans précédent qui agitent la France et ses colonies, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, la réunion des noms de Gracchus Babeuf et de Toussaint Louverture peut sembler inattendue. Qu'ont-ils en commun, eux que l'épiderme distingue et la géographie sépare? Vous avez un qui est blanc, un qui est noir. Toujours le damier. Qu'y a-t-il de commun donc entre le tribun du peuple et le Spartacus noir, si ce n'est la grande révolution qui les occupe, le combat pour la sauvegarde des valeurs de la République qui les motive, la défense des droits nouvellement acquis qui les anime? Gracchus Babeuf et Toussaint Louverture partagent le paradoxe historique d'être à la fois premier et dernier. Outre le fait d'être restés dans l'histoire comme les précurseurs du communisme, ah tiens, donc ils sont les précurseurs du communisme, c'est des gens qui œuvrent pour la République et qui disent bien que la révolution de 1789 n'est pas terminée. Elle doit se poursuivre. Ils en appellent donc à la poursuite de révolution en utilisant des gens qui vont être capables d'entrer dans un extrémisme à les massacrer leurs semblables. Bah, que fait le complotisme, si ce n'est du MK Ultra, de fractionner les individus, de les rendre totalement haineux même des fois de leur entourage, de les séparer de toute contradiction à vie opposée pour former une secte. Ça devient grave. Mon estomac qui appelle à la famine, je vais aller manger après. La première apparition du parti... Donc, alors, attendez, hop là. Donc, l'histoire commune précurseur du communisme et de l'anticolonialisme. La première apparition d'un parti communiste réellement agissant pour Babeuf, l'un des pères fondateurs de la première République noire pour l'ouverture. Ils sont aussi les derniers défenseurs des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française. Babeuf et l'ouverture incarnent à partir du 9 Thermidor et la chute de Robespierre la lutte âpre autour de la question sociale et de la question coloniale, la défense sans compromis possible de la promesse de liberté et d'égalité en France et dans la colonie de Saint-Domingue. C'est Babeuf lui-même qui le déclare au procès de Vendôme qui s'ouvre en 1796 alors qu'il est jugé devant la haute cour comme conspirateur. Je cite: Ah, je les vois, nous sommes les derniers des Français, nous sommes les derniers des énergiques républicains. Fin de citation, titre élogieux que Babeuf donne aux conjurés et qui pourrait tout autant convenir à la même époque à Toussaint Louverture et aux esclaves libérés de la future île d'Haïti. Ardent républicain et défenseur de la patrie des droits de l'homme et des nouveaux principes révolutionnaires, Babeuf et l'ouverture le seront, au prix même de leur vie. Car c'est bien pour le triomphe de la liberté et de l'égalité que l'ouverture a lutté. Triomphe auquel Babeuf a été pareillement intéressé. Je cite: Mes enfants, j'ai exposé 100 fois ma vie au triomphe de l'égalité et de la liberté. Fin de citation. On appréciera ici la même tournure de langue, la même passion dans l'engagement, avec un accent particulier sur chacun des principes. La liberté chez l'ouverture, l'égalité chez Babeuf, toutes deux réunies dans le dernier acte de la grande révolution pour un même et universel triomphe. Universel triomphe, genre. Mais c'est pas le christianisme, hein, comprenez-le. C'est le saint-simonisme, le système de la Méditerranée, comme le disait Michel Chevalier, ou encore le plan Kalergi. Et c'est le métissage pour soi-disant le triomphe de tous ces états d'esprit. Page numéro 17. Même 16-17. Pour se convaincre de cette mondialisation du conflit, il n'est pas inutile de rappeler ici les propres mots de Victor Hugo dans sa préface à Buc-Jargal, œuvre de jeunesse qui peint selon lui un si immense sujet, la révolte des Noirs de Saint-Domingue. En 1791, lutte des géants, trois mondes intéressés dans la question, l'Europe et l'Afrique pour combattants, l'Amérique comme champ de bataille. Fin de citation. Ces lettres, essentielles donc dans notre compréhension de la dernière phase de la Révolution, où puissent-elles leur motivation et surtout que disent-elles? Le 21 Floréal, en 4, c'est-à-dire le 10 mai 1796, mais où eux ont inventé visiblement l'an 4 de leur royaume, qu'ils ont tenté même de renverser et les lois et les temps, comme c'est écrit également dans la Bible,
Gracchus Babeuf est arrêté sur dénonciation puis emprisonné en compagnie des principaux membres de la Conjuration des égaux. 2 jours plus tard, le 23 Floréal, c'est-à-dire donc le 12 mai 1796. Il rédige depuis sa cellule une longue lettre au directoire exécutif pour s'expliquer, dit-il, de puissance à puissance. Si cette missive a pour objectif de mettre en garde les directeurs attachés à l'idée de république d'un procès qui les mettrait dans une position délicate vis-à-vis de l'opinion publique selon Babeuf, celui-ci profite de l'occasion, pour mettre en avant la sainteté de la conspiration, dont il est l'un des artisans, ainsi que pour développer les grands principes et plaider les droits éternels du peuple. Voilà les conspirateurs qui existent et dont certains peuvent être dans la dénonciation d'une conspiration pour faire la conspiration. Comprenez que la République s'est mise en place sur le renversement de la monarchie parce qu'elle est accusée, cette monarchie, de faire alliance avec des pays étrangers et de ces alliances-là, de nuire aux intérêts de la nation. D'ailleurs, il y a 33 chefs d'incrimination contre Louis XVI. 33, encore. Dont certains, on l'accuse d'avoir été trop défensif, trop ami du Vatican, de l'Église. Et l'identité européenne, c'est l'Église pendant des siècles, au moins pendant facile 10-12 siècles, avec des fois des infiltrations de nos lieux de culte, la création même de saints, d'idolâtrie et autres, ça c'est à dénoncer, hein, c'est pour ça que le combat est aussi intérieur, mais comprenez-les. Ils parlent d'un complot pour mettre en place leur propre conspiration, comme ce que font aujourd'hui des égalité-réconciliation, des communistes et autres qui jouent des peuples et qui profitent bien et des chrétiens et des musulmans, alors que ces gens-là ne sont en aucun cas croyants, mais juste pour nous utiliser, nous, dans leurs manœuvres révolutionnaires. Et ça échoue. Poursuivons la lecture, assurant que les patriotes, cette vaste secte sans culottide, sont le dernier rempart vis-à-vis du royalisme. Il engage les citoyens directeurs à gouverner populairement, ou mieux encore, à être peuple. Sur une touche d'espoir, il termine sa longue lettre en souhaitant que celle-ci puisse pacifier l'intérieur de la France. Tentative vaine de sa part. Un long procès devant la haute cour de justice de Vendôme attend Babeuf, qui se terminera par sa condamnation à mort. Il sera guillotiné après une tentative de suicide le 8 prairial en 5, c'est-à-dire le 27 mai 1796. 2 jours plus tard, soit le 10 prairial en 5, 29 mai 97, autant pour moi d'ailleurs, le colon et royaliste Viénot de Vaublanc, membre éminent du Conseil des 500, tenait un discours impolitique et incendiaire sur la situation générale dans l'île de Saint-Domingue, qui lui vaudra une longue réfutation de quelques assertions d'un discours prononcé au corps législatif rédigé par Toussaint Louverture. Je crois que c'est là ici que ça m'intéresse que je regarde. Il déclare notamment: On est impossible de réfléchir sur les malheurs de Saint-Domingue, bien constatés par les témoignages que je viens de présenter, sans voir qu'ils sont causés par la fureur révolutionnaire qui, précipitant l'affranchissement des N-Word, a rejeté toutes les mesures que conseillait la prudence, et mis au contraire dans les mesures adoptées bien plus de haine pour les Blancs que d'attachement pour les N-Word. À la page 15. Un petit instant. Pensez à liker, à partager, à référencer, à commenter. Alors 18, ça a été fait, fin 19, avec Bonaparte. Peine perdue malgré son caractère solennel et prémonitoire, cette lettre n'empêchera pas Bonaparte d'envoyer à Saint-Domingue en décembre 1801 une immense expédition militaire sous le commandement de son propre beau-frère, le général Charles Leclerc. Arrêté suite à un acte de trahison, embarqué pour la France, puis enfermé au fort de Joux dans le Jura, Louverture y meurt isolé de tous le 7 avril 1803. Page 22. Mettant en parallèle lutte pour l'égalité sociale et lutte pour l'égalité de l'épiderme, donc la lutte des classes et la lutte des races dans une égalité, hein, c'est toujours comme ça, c'est la lutte des classes qui entraîne la lutte des races et qui recrée le même dysfonctionnement. Les deux politiques de Babeuf et l'ouverture se retrouvent réunis dans une critique radicale de la Révolution depuis Thermidor, de ses contradictions et des nombreuses déceptions qu'elles ont engendrées. Ils s'aperçoivent qu'il y a une bourgeoisie
qui a animé même les paysans et certains courants politiques, les agitateurs, orateurs des manifs, et que visiblement, bah, c'est une autre bourgeoisie ou la même qui se consolide, qui spolie au roi ce qui lui manquait quoi dans ses trésors. En filigrane se dessine une intimité entre Babeuf et l'ouverture qui, sans se concerter, partagent une sensibilité révolutionnaire aiguë dans l'élaboration et la préservation de ce qu'on appellera une éthique de la révolution. Genre la révolution n'est pas terminée. Conservez-la. Contre une révolution qui détourne facilement le sens de sa propre langue, Babeuf et l'ouverture demandent expressément que la vérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit répétée et respectée. Car comme Babeuf l'indique du peuple, les mots de révolution, de liberté, d'égalité, de république, de patrie n'ont pas changé en mieux sa manière d'être. Cette éthique indispensable de la Révolution prend alors racine sur une rhétorique de la Révolution, la réaffirmation par leur exacte redéfinition des principes révolutionnaires fondateurs. Chapitre 2. L'aventure révolutionnaire de Babeuf comme de l'ouverture naît d'une double déception de la Révolution. Déception que l'égalité de droit n'ait pas débouché sur une égalité de fait pour Babeuf, déception que la liberté proclamée ne soit pas acceptée par tous pour l'ouverture. C'est donc une révolution à mi-chemin qui se présente à eux. Pis, une révolution en danger. Pour Babeuf, qui tient désormais à occuper la scène laissée vacante par la mort de Robespierre, il est nécessaire d'expliquer ce que c'est exactement que de révolutionner. Il nous en donne l'explication avec ce qui suit, c'est conspirer contre un état de choses qui ne convient pas, s'étendre à le désorganiser et à mettre en place quelque chose qui vaille mieux. Or, tant que tout ce qui ne vaut rien n'est pas renversé et que ce qui serait bon n'est pas stabilisé, je ne reconnais point qu'on ait assez révolutionné pour le peuple. Il n'y a pas assez de renversement, il en faut encore plus. C'est l'addiction à la mauvaise potion que d'avoir déjà pris un peu de pouvoir et de vouloir remplacer les dogmes religieux où l'homme gouverne l'homme et par le triomphe quelque part de figures humaines en viendrait soi-disant à faire ce que Dieu n'a pas fait. Hein. Ni Dieu ni maître, transformé en égalité totale de ce que même la nature n'a pas pourvu à ses créatures. C'est quand même, encore une fois, du foutage de gueule. Babeuf l'explique clairement, hein, quand, alors attendez, on va juste reprendre la fin. C'est en cela que Babeuf et l'ouverture sont frères politiques dans leur volonté de révolutionner la révolution. Autrement dit, de prolonger son effort jusqu'à la réalisation complète de ses propres objectifs. Et l'une des réalisations, c'est abolir le droit de propriété. Babeuf l'explique clairement. Je cite. Le but de la révolution est aussi le bonheur du plus grand nombre. Donc, si ce but n'est pas atteint, si le peuple n'a pas trouvé la place meilleure qu'il cherchait, la révolution n'est pas finie. Quoi que le disent et le puissent vouloir ceux qui ne désirent que de se substituer leur domination à une autre, ou bien, si la révolution est finie, elle n'aurait été qu'un grand crime. Fin de citation. Il reconnaît un peu hein, que pour l'instant, si elle s'arrête là, la révolution, bah, c'est du génocide, c'est des cadavres empilés, c'est des victimes fillettes, femmes encore, qui ont été abusées parce qu'il fallait humilier absolument le catholicisme. C'est du crime. Mais ça n'atterrit pas à ce qu'il voulait. Une dérévolution qui prend même les allures d'une contre-révolution pour Babeuf, je cite. Les hauts et puissants du jour entendent singulièrement le mot révolution. Quand ils prétendent que la révolution chez nous est faite, qu'ils disent donc plutôt la contre-révolution, comme la contre-culture, quoi. Contre-révolution. La révolution, encore une fois, est le bonheur de tous. C'est ce que nous n'avons pas. La révolution n'est donc point faite. La contre-révolution est le malheur du grand nombre. C'est ce que nous avons. C'est donc la contre-révolution qui est faite. Question cruciale pour Babeuf, on le comprend, qui en conclut, je cite, si l'on est ainsi forcé de convenir d'un côté qu'il n'est de véritable révolution que celle de la masse, que c'est cette révolution que nous devons avoir d'un côté, et ben d'un autre côté, que nous n'avons pourtant obtenu que de celle de la plus petite portion, donc finalement, ils n'ont fait que comme le bolchevisme avec le menchevisme, c'est la minorité qui l'emporte et qui fait son régime rouge et qui travaille la masse, mais dans le cœur et dans la tête de la masse, c'est pas le même projet. Comprenez-le. Par exemple, l'ouvrier qui va être manipulé, lui, c'est que le salaire qui l'intéresse, c'est que le côté de l'argent.
Après, l'égalité avec les autres, bon, c'est secondaire, quoi. Le côté des droits humains, oui, bon, écoute, c'est quoi? C'est le droit du travail? Bon, ça passe. C'est ça, hein, donc cette dernière révolution s'appelle incontestablement la contre-révolution, et il s'ensuit que la révolution est à refaire, de l'aveu même des contre-révolutionnaires. Fin de citation. Dès lors, Furet remarque, je cite Furet, c'est Babeux qui, le premier, donne sa forme classique à la nécessité d'une deuxième révolution, à la fois analogue à la première dans sa forme et différente dans son contenu. Fin de citation. De même, Césaire explique concernant l'ouverture, je cite, quand pour la première fois il fit irruption sur la scène historique, bien des mouvements étaient en train, commencés par d'autres, mais arrêtés à mi-course, languide, impuissant à s'achever, le mouvement blanc vers l'autonomie et la liberté commerciale, le mouvement mulâtre vers l'égalité sociale, le mouvement N-word vers la liberté. Tous ces mouvements, Toussaint les unit, les continua, les approfondit. Fin de citation. Et la révolution se doit de continuer afin d'arriver au but de toute société décrété à l'article 1er de la Constitution de 1793, le bonheur commun. Les deux hommes en sont politiquement convaincus. Et à l'heure actuelle, ce qui les dérange le plus, c'est le christianisme. Parce que le catholicisme, c'est les églises, c'est l'identité, c'est comprendre que la République les a persécutés, c'est également, au fil des siècles, Louis IX, par exemple, avec la rouelle sur les vêtements des musulmans et des juifs, et principalement des talmudistes, c'est encore des reconquêtes, des abbés de Cluny, par exemple, comme Pierre le Vénérable, ou encore le pape Urbain II passé à Clermont pour déclencher les croisades. Donc c'est cette identité de la France que les révolutionnaires ont essayé d'effacer dans l'anticléricalisme, et où à l'heure actuelle, vous voyez les anti-religieux, anti-déistes, anti-même monothéisme, c'est-à-dire la LFI, le Parti socialiste, les communistes, draguer un public musulman pour aller combattre les chrétiens. Et en même temps, favoriser les LGBT, la décadence, comme ça leur permet de montrer du doigt, regardez l'Occident, et assassinons quelque part les Blancs. Des Blancs qui se reproduisent moins, qui de façon démographique vont décliner. Les nouveaux arrivants ne sont pas homogènes en tant que tels, ils se mélangent petit à petit, et donc des cultures qui avaient été limitées en Afrique, entre le côté de l'Afrique du Nord, maghrébine, arabe, et très peu mélangées avec les subsahariens, et aujourd'hui où, dans l'Europe, les subsahariens côtoient les maghrébins, maghrébines, également mélangés des fois avec des blancs et de temps en temps avec des asiatiques ou d'autres. Donc c'est le brassage universaliste de ce multiculturalisme, mondialisme, métissage, dire bah écoutez, vous avez bénéficié de cela, vous ne pouvez vous retourner contre la République, qui vous a quelque part créé votre identité, qui a créé jusqu'à votre mutation de familiale, vos couples, vos enfants, etc. Vous lui devez tout maintenant à cette République. Et donc le dernier point à tuer, toujours le premier, c'est le christianisme. Et ils espèrent au passage, ces communistes, socialistes, talmudistes, qui n'ignorent en aucun point, en aucun cas, tous les hadiths, toutes les croyances des musulmans, la sourate 9, verset 30, les hadiths qui disent que les Romains seront tués et que la croix sera cassée, bah, pour eux c'est du pain béni. Et après, ils instrumentaliseront les musulmans comme ils l'ont fait avec les autres, et comme ils le font à l'heure actuelle, quand ils sont dans des mosquées, quand encore ils montent des assos, quand ils les enjoignent en politique, et que tout se mêle, mais que l'un pense tromper l'autre, comme l'imam devant Nunez, Emmanuel Grégoire, voilà, le maire de Paris et autres, pour leur dire, bah regardez, vous pensez en gros nous manipuler, mais nous on dit que vous êtes des mécréants, que vous êtes des incroyants. C'est l'un et l'autre qui se manipulent et tout finira dans un bain de sang. Mais bien évidemment, dans cette triangulation, c'est nous, chrétiens, qui sommes chez nous, hein, en Europe, c'est chez nous, quoi. Je veux dire, on n'a pas à aller ailleurs. C'est notre culture, c'est notre identité, mais c'est nous le problème, apparemment. Et l'arrogance, quoi, des nouveaux venus, des gens qu'on a pu émanciper, de l'Algérie aussi, des Talmudistes, par exemple, qui nous ont que trahis encore et encore. Avec les mêmes, bien évidemment. Page 32, Boissy d'Anglas, c'est que pendant l'été 1795 se joue un moment capital, tant sur le front social que sur le front colonial. En effet, Boissy d'Anglas, ou d'Anglas, à propos de la Constitution de 1795, dans le discours
préliminaire au projet de constitution du 5 Messidor, en 3, le 23 juin 1795, qu'il rédige, souhaite rappeler, écoutons-le, vous devez garantir la propriété du riche. L'égalité civile, en effet, voilà tout ce que l'homme raisonnable peut exiger. L'égalité absolue est une chimère. Pour qu'elle pût exister, il faudrait qu'il existât une égalité entière dans l'esprit, la vertu, la force physique, l'éducation, la fortune de tous les hommes. Fin de citation. Ça nous rappelle ce qui émanera plus tardivement avec Édouard Bernays et la propagande qui se transforme en relation publique. Et dans la relation publique, c'est l'autorité qui parle au peuple. Et cette autorité, comme le dirait Walter Lippmann, très ami de ces mêmes gens, il faut que ce soit la caste supérieure. Et finalement, c'est le communisme. Ni Dieu ni maître, mais ça se pilote pas tout seul. L'attribution du logement, du travail, de la redistribution d'argent et encore des lois qui sont appliquées de la justice ne s'exercent pas de manière miraculeuse. C'est des gens qui pilotent. Et de facto, ils vous ont dit ni maître ni Dieu du passé, mais rejoignez en revanche la communauté de lumière. C'est ça où ils emportent le monde, dans la folie. Ces propos semblent directement viser le champion de l'égalité parfaite qu'est Babeuf. Il poursuit son raisonnement sans ambiguïté aucune. Écoutons-le. Nous devons être gouvernés par les meilleurs. Les meilleurs sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois, donc des lois de la République. Or, à bien peu d'exceptions près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne dans l'éducation qui les a rendus propres, à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie. Donc, il y avait une promesse d'égalité, d'accès au logement pour tous, limite aux propriétés, on abolit la propriété. Et finalement, non. La propriété est très importante pour la République, puisqu'elle permet au patronat d'être en relation avec le capitalisme, que le capitalisme n'est pas totalement défoncé, même par des gens comme Marx, mais qui doit être apporté dans une transformation où on parle en temps de vie. Ce qui était proposé par Marx, et je crois débattu un peu par Engels, de dire que c'est plutôt le fruit du travail et sur la capacité, le temps passé à élaborer une œuvre, par exemple, ou avoir fait un produit fini. Et donc on enlève le manufacturing, le taylorisme, de la redivision des tâches, et on essaie plutôt le modèle artisanal. Mais quoi qu'il en soit, l'artisan ou le professionnel dépendra toujours de matériaux extraits de la terre, de matériaux des fois transformés pour devenir du matériel, afin, je sais pas, d'avoir une machine efficace pour tordre la tôle, pour encore avoir une machine qui fait des démarches pour éviter la répétitivité d'une tâche qui serait épuisante, abrutissante. Donc il y a toujours un circuit, et alors, même quand la machine entre en compte, comment on redistribue le temps? Si du coup on ne paye plus en argent, mais on paye en temps, en capacité, en AT, en attention, temps, enfin je sais même pas c'est quoi leur système, c'est intenable, infaisable. Je l'avais déjà démystifié dans mes 3 ou 4 émissions de la critique de l'homme moderne, et je reprenais ces écrits. Oui, ici je fais le travail également sur les hauts intellectuels et pas que les petites personnes d'internet type Hicham Hamza ou encore Soral et autres. Enfin, 33. Et de conclure. Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'état social. Celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l'état de la nature. Fin de citation. Thomas Paine commentera ainsi cette nouvelle direction prise par la Révolution. Si vous faites tourner la base de la révolution des principes à la propriété, vous éteindrez tout l'enthousiasme qui a jusqu'à présent soutenu la révolution, et vous ne mettrez à sa place que le froid motif du bas intérêt personnel. C'est-à-dire, vous avez triomphé à l'heure actuelle dans votre mission conspiration en ayant joué d'une masse qui s'est pas trop posé de questions, juste vous lui avez promis de l'espoir, que c'en était fini de l'asservissement, de ce modèle spoliateur, mais vous lui avez pas expliqué les autres finalités. Ne commencez pas à être trop honnête en gros avec le public, à leur dire que finalement il y aura toujours ce patronat, qu'il y aura toujours des entreprises, parce que depuis que ça existe, bah, on peut pas s'en séparer, c'est comme une route. Elle vous relie d'un point A à un point B, elle vous transmet l'info et un produit. Donc, si on a une manière d'augmenter le confort, d'augmenter la propriété et bien d'autres choses, propriété intellectuelle,
propriété par des brevets, propriété encore d'une entreprise, d'une marque, de plein de choses. Vous n'effacerez plus la marque maintenant apposée au monde. C'est comme l'argent, quoi. Vouloir s'en séparer ne serait qu'une transformation pour changer son nom, mais agir pareillement avec des unités, des tokens, des pièces, quoi. Des pièces de valeur, en tout cas. Des valeurs selon l'attention à poser dessus. Ardent promoteur de la Constitution de 1793, celle de Robespierre, Babeuf n'aura de cesse d'attaquer ce qu'on appelle déjà la Constitution d'Anglas, ou d'Anglas, je sais pas comment on le prononce, de Boissy d'Anglas, et de son triste rôle, Babeuf affirmera. Il a donné un code noir à la France. Pour mieux expliquer sa pensée en ces termes, on le cite, oui, c'est cet homme qui nous a affamés et a enchaînés à la fois. Tandis qu'il complotait dans son âme monstrueuse le plan de famine, il méditait avec non moins de scélératesse, autant pour moi, le sacrilège attentat à la Constitution populaire de 93 et il jetait les fondements du code cruel et avilissant de 95, qui contient quelques degrés de flétrissure au-dessus de ce qui est connu dans celui que les durs colons imposèrent aux N-word de nos îles. Je vais boire un petit coup. Pensez à liker, à référencer, à partager. Aujourd'hui, petit format, je pense, d'1 heure à peu près. Ce livre-là, nous le ferons la prochaine fois. Ok. 35, maladie de la propriété. Une maladie dont Babeuf cible la grande propriété comme responsable principal. Je cite. C'est la grande propriété qui fait les oppresseurs et les opprimés. Les oisifs gonflés de vanité, énervés de mollesse, enivrés de délices et de volupté, et les esclaves courbés, écrasés sous le poids d'un travail excessif. Accablés à toute heure et sans répit de mauvais traitements et de misère. C'est la grande propriété qui a inventé le soutien, le trafic des blancs et des noirs. Là, il reconnaît l'esclavage des victimes et noires et blanches, des slaves entre autres, qui vend et qui achète des hommes. C'est elle qui, dans la Moscovie, la Lituanie, la Pologne et l'Allemagne, abrutit les hommes, par l'ignorance et les transporte par milliers, comme de vils troupeaux, d'une contrée à une autre, ne leur permettant d'avoir ni patrie, ni famille, ni affection, ni souvenir, ni espoir de retour au sol natal et auprès des parents dont ils furent impitoyablement séparés. C'est elle qui, dans les colonies, donne aux N-word de nos plantations plus de coups de fouet que de morceaux de pain. C'est bien formulé, et c'est plus de violence que de nourriture, quoi. Pourtant, on demande toujours plus d'énergie à déployer, mais l'énergie, elle s'invente pas. Il lui faut une base. Pour l'humain, c'est l'alimentation. Comment tu peux fouetter un humain et lui dire allez plus vite, produis plus, alors que tu ne lui donnes pas ce qui est déjà un minimum de respect pour sa condition et pour ses besoins premiers d'alimentation, d'eau, de sécurité par exemple. Face à cette situation inacceptable, Babeuf oppose le droit de vivre, qui n'est autre que le droit par excellence. Il est tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. Il est imprescriptible. Imprescriptible, oui, attenter à ce droit, c'est commettre le plus grand de tous les crimes. 42. Et c'est là d'ailleurs avec Napoléon. Et la petite note de bas de page qui m'intéresse aussi. En effet, Babeuf mort depuis mai 1797, le dernier rempart essentiellement républicain a disparu, laissant la porte ouverte à la contre-révolution et à Napoléon, qui avec la loi du 20 mai 1802 réintroduit l'esclavage dans le droit français pour les colonies dans lesquelles le décret d'abolition du 4 février 1794 n'avait pas été appliqué. Donc il y avait une abolition de l'esclavage, mais visiblement une action non planétaire. Et Napoléon, qui va nous avouer, vous allez le voir, qu'il a été mis sous pression pour, ni plus ni moins, envoyer des hommes et limite des hommes français se faire massacrer, quoi. Et à côté de ça, faire du mal à des noirs Saint-Dominguins, je sais pas comment on peut dire, en tout cas de Saint-Domingue. On connaît les regrets de Napoléon, alors en exil à Sainte-Hélène, concernant ses choix politiques malheureux à Saint-Domingue. Je cite Napoléon. J'ai à me reprocher une tentative sur cette colonie, lors du consulat.
C'était une grande faute que de vouloir la soumettre par la force. Je devais me contenter de la gouverner par l'intermédiaire de Toussaint. Il continue son raisonnement. Mais l'une des plus grandes folies que j'ai faites et que je me reproche, continue-t-il, a été d'envoyer une armée à Saint-Domingue. J'aurais dû voir qu'il était impossible de réussir dans le projet que j'avais conçu. J'ai commis une faute de ne pas avoir reconnu l'indépendance de Saint-Domingue et le gouvernement des hommes de couleur, de ne pas avoir envoyé des officiers français pour le seconder avant la paix d'Amiens. Fin de citation. Il blâmera d'ailleurs la pression subie à l'époque comme cause de son manque de jugement. C'est quand même un homme, Napoléon, qui prend du recul, qui voit des soldats morts, qui comprend ses erreurs, qui essaye également de les corriger par ses propos, même si c'est déjà trop tardif, et qui nous livre à la fin, à la toute fin, un petit signe de ceux vraiment qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'expriment aucun regret, mais qui ont participé à cet élan des plus barbares et en plus des plus, comment, pas seulement détestables, mais irréalisés, quoi. Et ça a été un échec. Donc il blâmera d'ailleurs la pression subie à l'époque comme cause de son manque de jugement. Il déclare: Mais lorsque la paix fut signée, les anciens colons, qui étaient ces colons exactement? Des talmudistes, non? Les marchands et les spéculateurs m'écrasèrent de demandes de toute espèce. La nation elle-même désirait vivement recouvrer cette riche colonie, et je crus devoir céder à des vœux aussi ardemment exprimés. Donc les gens qui ont renversé la monarchie se retrouvent avec des entreprises en état de bourgeoisie haute, sont des anciens colons, et appellent auprès notamment de Napoléon à finalement envoyer des hommes français pour essayer de répéter les colonisations et en tirer tout un profit. Et là, lui, Napoléon regrette ce passage de sa vie. 42, 50. Si elle emporte le suffrage sans retenue de l'historien James et du poète Césaire, qui juge la prose de l'ouverture digne des plus grands hommes de son temps, elle trouve par contre en Pierre Pluchon un lecteur beaucoup plus sévère, pour ne pas dire problématique, sur les ambitions personnelles du premier des Noirs. En voici un extrait stupéfiant. Je cite: Dès 1797, Toussaint ne défend plus les intérêts de la France, mais ceux de la Révolution noire. Fin de citation. Il développe sa pensée. Prenons en connaissance. Toussaint, reprend au compte des Noirs les principes racistes qui constituaient l'un des fondements de la colonie de l'Ancien Régime. À cette différence, le racisme est l'arme des plus nombreux, et non plus des minoritaires, comme au temps où les Européens régnaient. Donc maintenant, il y a un racisme des Noirs, si je comprends bien, animé vis-à-vis des Blancs, parce que c'est les colons, etc. Là où il y avait un racisme des Blancs vis-à-vis des Noirs, pour dire c'est des inférieurs, ils nous ont déjà attaqués, peut-être, je ne sais pas exactement quelles étaient les prises de position à ces époques. Il faudra consulter des archives. La lettre, sous couvert de défense des principes des droits de l'homme à Saint-Domingue, dissimulerait à peine, selon l'historien, une ambition politique raciste. Affirmation assénée en dépit des sources et de la réalité des faits, comme le souligne Florence Gauthier dans son compte-rendu de l'ouvrage de Pluchon. Donc, l'un est une version. Alors, je la comprends pas trop. Est-ce que c'est une instrumentalisation des Noirs dans un racisme blanc talmudiste, ou est-ce que c'est essayer de créer l'inverse, le rejet pour former une révolution? Je ne comprends pas bien, c'est pas assez explicité dans ce passage. Et ne connaissant pas Pluchon, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ainsi, ce qui résulte de la lecture habituelle de ces deux lettres, c'est une grande différence d'opinion des commentateurs sur le sens et à leur donner. Habileté de l'ouverture, naïveté de Babeuf, arrogance ou innocence de chacun, par-delà les interprétations contradictoires, ces deux lettres doivent pourtant être lues pour ce qu'elles sont à la base, une prise de parole par des porte-paroles pour des sans-paroles. C'est ce que déclare Babeuf dans son style unique, je cite: Je suis le premier porte-voix de l'indignation patriotique, qui se révolte de la progression étrangement rapide de l'audace faquiniste. Fin de citation. Babeuf et l'ouverture s'expriment non pas en leur nom propre, mais en celui de cette masse d'opprimés qui ne peut se faire entendre même au cœur de la Révolution, dont ils sont les premiers acteurs, comme le rappelle Rivial de la lettre de Babeuf, mais qui peut s'appliquer tout aussi bien à celle de l'ouverture. Il est écrit: Ce que la lettre au directeur est un manifeste, écrit pour ceux qui n'ont pas la parole, qui ne savent pas, ou ont oublié, qu'ils y ont droit aussi, c'est le manifeste de la justice et de la juste colère des opprimés qui ne demandent que justice.
57, chapitre 5, c'est vraiment un tout petit ouvrage, hein. Il fait, je crois 80 pages ou quelque chose de la sorte. Au moins c'est bien, en 1 heure, vous aurez eu, la connaissance de ceci, plus des agréments et aussi la petite présentation, un peu, à connecter avec ces thèmes. Donc des communistes avant l'heure, des conspirationnistes qui dénoncent du complot pour mieux conspirer et qui se servent de publics qui apparemment n'ont pas assez d'efficacité, de dialectique pour porter leur propre voix. Ils ont besoin d'étendards, de gens en avant, d'orateurs, qui visiblement, bah, ils vont être suivis à 100 quoi, quitte à aller massacrer des gens. Alors l'orthographe, simplifiée autant pour moi en phonétique, ouais, est-ce que ça a un intérêt? Ouais, quand même, on va le mettre. Cette idée de la langue naturelle est pertinente à plus d'un titre. N'oublions pas que Babeuf et l'ouverture ont nourri un rapport unique à la langue française. Ils écrivaient naturellement soit en phonétique, soit en créole haïtien. Créole haïtien, genre, il vous met un exemple. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Ah non, ça va être compliqué peut-être. Enfin. Chiappa explique, alors je sais pas de quel Chiappa il est question par contre. Explique Babeuf est comme fasciné par la langue écrite, un peu comme un néophyte ou un étranger. En tout cas, quelqu'un dont le français classique n'est pas la langue maternelle et qui est obligé de le conquérir en le bousculant. Du coup, ouais, le français, ok, d'accord. Babeuf était partisan d'une réforme générale de l'orthographe sous le mode phonétique et a appliqué ses propres préceptes dans ses premiers écrits. Cette orthographe simplifiée, Babeuf l'a adoptée bien avant la Révolution, dans sa correspondance privée, notamment avec Dubois de Fossaux, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Arras, correspondance qui a joué un rôle considérable dans sa formation intellectuelle. 62, et ça sera tout pour ce livre-là. N'est-ce pas encore Babeuf qui, sortant de la prison et proposant à ses lecteurs un prospectus devançant le numéro 34 de son tribun du peuple, parle du réarmement de sa plume véridique et plébéienne? Il poursuit. Mes pinceaux hardis vont se tremper dans les couleurs de la justice originelle, de la vérité première. Ainsi, le prospectus est-il une authentique déclaration de vérité? Je cite. Des réflexions fondées sur tous les exemples m'ont fait croire que, dans un État populaire, la vérité doit toujours paraître claire et nue. On doit toujours la dire, la rendre publique, mettre le peuple entier dans la confidence de tout ce qui concerne ses grands intérêts. C'est ce qui sera peut-être repris par Emmanuel Kant dans La raison pure, critique de la raison pure, où si la raison pure s'exprime intégralement, elle ne côtoierait pas le mensonge et elle serait pleine vérité, hein. Ils reprennent en fait des concepts chrétiens de la Bible pour essayer de les transformer en doctrines humaines, philosophiques qu'ils ont pu élaborer. Spoliateur sans citer, quoi. Un peu foutage de gueule. La vérité de l'action politique de l'ouverture et de Babeuf se trouve tout entière dans la vérité de leurs écritures. Ils partagent cette rhétorique du vrai, qui rend leur plume plus belle encore. En cela, l'un comme l'autre se rapproche de la paressia, décrite par Michel Foucault, c'est-à-dire une certaine obligation de dire, comprise comme un fondement éthique du dire vrai, du tout dire, selon l'étymologie grecque. Et si je vous mets cette dernière page pour conclure, c'est aussi pour vous expliquer ma démarche. Et contrairement à certains qui veulent me faire taire, désolé, vous avez échoué. Vous avez échoué puisque moi je suis dans la paressia. Pas un paresseux, non, non, au contraire, mais dans la plume, dans l'expression, dans l'intégralité de la vérité et dans ma réalité proposée. Prise de risque. La paressia repose sur le courage de tout dire, le courage de la vérité de celui qui en use. Le rhéteur Babeuf rappelle, Walter a besoin de dire tout ce qu'il croit et surtout de croire tout ce qu'il dit. Se développe alors un ethos rousseauiste de la sincérité, où celui qui parle accorde autant de prix à l'authenticité de sa parole qu'au pouvoir de vérité de ses idées. Babeuf et l'ouverture deviennent désormais parésiastes, ceux qui osent dire les choses en temps de contre-révolution. C'est donc bien en dernier lieu autour de l'écriture même et de son usage que Babeuf et l'ouverture se rejoignent, qui parlent l'un égalité, l'autre liberté, et tous deux vérité des droits de l'homme et du citoyen, lorsque ceux-ci
Son restreint Césaire, le poète et non intellectuel, engagé, ne s'est pas trompé lorsqu'il rédige son grand texte sur l'ouverture et la révolution haïtienne à la manière du tribut d'un artiste de la langue à un autre. Outre la qualité politique de l'homme, l'importance historique de son action, c'est sa langue. Cette langue pure, de la pure révolution, qui l'interpelle et le touche au plus profond de son être poétique. Magnifique. Même si je ne rejoins pas tout ce qu'ont pu faire ces hommes et ce qu'ils disent, après il reste le chapitre 6, hein, mais il n'y a pas grand-chose dedans, donc je vous laisserai le découvrir. Mais c'est ça. Entraînez-vous à l'expression. C'est très compliqué hein, quand on n'en a pas l'habitude, ou comme moi, quand vous n'avez pas un cursus universitaire, vous n'avez pas fait des études supérieures, ou d'ailleurs j'avais une mauvaise maîtrise de la langue française, parce que je ne sais pas, je n'avais pas cet amour, cet attrait particulier, comme aujourd'hui il existe au travers des lectures. Vous voyez, j'avais pas ce goût-là, parce que l'éducation nationale, que ce soit comment au primaire, au collège et un peu au lycée, au début du lycée, ça m'a pas pris. Et en fait, c'est en tâtonnant, en m'intéressant plus globalement à des sujets, bah, qui nous touchent tous, la société, les langues, les civilisations, l'identité et autres, que je suis parvenu maintenant à ne plus seulement assembler, mais être capable, de produire, de proposer. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, notamment dans l'exercice, face caméra. C'est ce que vous retrouvez dans mes poésies, où des fois j'écris et je reviens sur des sujets. Encore, sur mes écrits que maintenant je vous mets, chose que je ne faisais pas avant, je vous rends disponible ce que je mets à l'église, où j'essaye d'interpeller, le prêtre et que lui-même se mette à l'exercice et interpelle en fait le Vatican qui a trop changé. C'est un ensemble. Et je vous remercie de me suivre et de m'accompagner dans cette démarche. J'attends, pour l'instant, j'en vois pas, des gens qui construisent des arguments, des messages, qui s'entraînent à pas seulement entendre, voir, mais également à comprendre et à proposer. Donc mettez-vous à l'exercice dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, réagissez, je sais pas, sur la qualité du livre, sur mes propos, sur encore les contenus qui vous sont disposés. Il y a tout un tas d'ensembles qui peuvent vous servir d'outils pour avancer et éviter de vous faire manipuler par certains qui pensent qu'à vous dépouiller de votre intellectualité et en même temps à placer la main dans vos poches pour prendre les quelques économies que vous avez. Voyager, profiter également de la belle vie, il n'y a pas que le virtuel. Je tiens à le rappeler, même si j'y consacre quand même pas mal d'heures, ces derniers temps. Voilà, je m'offre chaque année, moi, des voyages, pour aller dans les Landes, pour aller à Marseille, au niveau des Calanques, ou encore me rendre en Espagne. Là, récemment, je suis parti, en Amérique, j'avais fait le Portugal également pour le travail. Bref, pensez à voyager, à explorer au moins la France, si vous n'avez pas énormément d'économies et si vous avez une famille. Profitez des bons moments, même dans la nature, à redéfinir, les arbres, comment ils se nomment, les périodes de l'année et ces choses finalement qui nous rattachent également à l'essentiel. Parce que le jour où il y a plus d'internet et où il ne faut plus seulement parler de politique, de problèmes de conspiration, que savez-vous faire? C'est un ensemble. Il faut vous former sur tous les plans et y compris prendre soin de vous physiquement, un peu de sport, un intérêt, je sais pas moi, pour le cardio ou pour la musculation et cetera. Et même au combat, entraînez-vous, tout autant à avoir les bonnes gardes, les bons mouvements, bref, soyez aptes à affronter des adversaires, mais ne provoquez pas et n'allez pas faire du mal comme ça, vous voyez? Soyez sur votre défensive, comme ce que je fais. Certes, ça peut paraître des fois assez, ardu, compliqué, vous voyez? Hem, c'est piquant. Oui, mais c'est comme ça. Il faut aussi savoir maintenant s'affirmer. Donc ça nécessite par différents, procédés, une mise à jour de ce que nous sommes véritablement et non de ce que la République attend de nous. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire nous a assurée grâce notamment au Christ. Je peux que dire alléluia d'ailleurs. Le Christ, je le mettais à droite, mais à gauche c'est pareil, voyez-vous, il est très important dans notre vie. Allez, hein. Comme le mouvement, hein. Attendez, si on le fait à l'écran, ça donne ça, ça donne ça. La vérité est notre avenir. Alléluia.